Chaque année, c'est la même histoire. On a les mains qui nous démangent de saisir les sachets de graines dès qu'un premier rayon de soleil timide perce à travers la fenêtre en février. Ça vous rappelle quelque chose? Cette impatience, ce désir d'accélérer le printemps et de voir arriver les futures récoltes, tous les jardiniers le comprennent. Mais si je vous disais que cette fièvre des semis est en réalité le pire ennemi de vos récoltes, que, en y succombant, loin d'aider, vous sabotez vous-même vos futures tomates et vos poivrons. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pas moins de 20 raisons pour lesquelles semer trop tôt est une véritable catastrophe pour vos jeunes pousses. Et le plus important, c'est que vous comprendrez comment déterminer le moment idéal pour que vos efforts, vos espoirs et votre argent ne soient pas perdus. Êtes-vous prêt à entendre la vérité qui va transformer votre manière de faire des semis, et ce, pour toujours? Mais avant de nous plonger dans cette liste d'erreurs fatales, comprenons un point simple mais absolument fondamental. Chaque plante, qu'il s'agisse d'une minuscule graine de pétunia ou d'une grosse graine de courge, possède son propre programme génétique, son horloge interne. Elles ne vont pas se mettre à pousser plus vite juste parce que nous en avons décidé ainsi. Les plantes obéissent aux lois strictes de la nature, la durée du jour, que les biologistes appellent photopériode, la température du sol et la température de l'air. Pour elles, ce ne sont pas de simples chiffres, mais des signaux d'action. Le signal, il est temps de se réveiller, il est temps de grandir, il est temps de fleurir. Ignorer ces lois, c'est comme essayer de démarrer une voiture sans la clé de contact. Tout est là, la voiture, l'essence, mais elle ne bougera pas d'un centimètre. C'est la même chose avec les semis. Vous avez beau leur offrir le meilleur terreau et le plus joli contenant, sans les bons signaux naturels, ils ne germeront pas ou pire, ils deviendront de faibles otages non viables de votre rebord de fenêtre. Commençons par le commencement. Le premier problème, et c'est le plus évident quand on sème trop tôt, c'est ce manque de lumière absolument critique. En février, et même au début du mois de mars, la durée du jour était dramatiquement courte. Pour une photosynthèse efficace, ce processus fondamental qui est à la base de la vie végétale, cette lumière est cruellement insuffisante. Que se passe-t-il lorsque votre jeune plantule se retrouve dans ces conditions? Elle panique. Son programme génétique hurle. Il faut que j'aille chercher la lumière ou je vais mourir. Le mécanisme de survie s'enclenche et la plante se met à produire massivement des hormones de croissance, utilisant toutes ses maigres réserves pour étirer sa tige au maximum. C'est ce qu'on appelle l'étiolement. Le résultat? Au lieu d'obtenir un jeune plant trapu et robuste, vous vous retrouvez avec une créature pâle, fine et étirée, incapable de supporter même le poids de ses cotylédons. Sa tige est faible, ses parois cellulaires sont minces, et sa teneur en chlorophylle, ce fameux pigment vert qui capte la lumière, est minimale. Non seulement cette plante a l'air malade, mais elle l'est vraiment. Elle n'a pas pu accumuler l'énergie nécessaire pour développer de véritables feuilles et un système racinaire puissant. C'est une plante qui est handicapée dès la naissance et qui, honnêtement, a très peu de chances de vous donner une bonne récolte plus tard. Une seconde menace guette vos semences bien avant qu'elles ne voient le jour, la terre froide. Beaucoup de jardiniers débutants se fient uniquement à la température ambiante de la pièce. Ils oublient que la température du substrat sur le rebord de la fenêtre, surtout près d'une vitre froide, peut être 5 à 10 degrés inférieure à celle de l'air. Pour la plupart des cultures qui aiment la chaleur, comme les tomates, les poivrons ou les aubergines, la température idéale du sol pour une bonne germination se situe entre 23 et 27 degrés Celsius. Si la terre est trop froide, les graines entrent en état de dormance ou de stagnation. Elles restent là, dans le sol, à attendre. Sauf qu'elles ne peuvent pas attendre éternellement. Un environnement froid et humide crée les conditions parfaites pour le développement de la microflore pathogène, moisissures, champignons et bactéries. Au lieu de germer, la graine, pleine de nutriments, devient une proie facile pour ces micro-organismes. Elle finit tout simplement par pourrir. Vous attendez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et toujours aucune levée. Finalement, vous grattez la terre et vous ne trouvez qu'une masse visqueuse et décomposée. Vous allez accuser les semences, le fabricant, le terreau, mais la véritable coupable, c'est cette froide et mortelle souricière dans laquelle vous les avez vous-même placées. Titre de l'image, si besoin d'un titre pour l'audio, gel tardif. Imaginons que vos semis aient finalement réussi à lever et qu'ils poussent. Vaille que vaille. Mais dehors, nous sommes toujours en mars, voire début avril. Le soleil réchauffe bien la journée, mais la nuit, le thermomètre repasse sous 0. C'est la période des gelées tardives. L'ennemi le plus sournois du jardinier. Vos plants sont prêts depuis longtemps à rejoindre la serre ou le potager. Ils étouffent dans leurs petits godets. Mais il est impossible de les repiquer, c'est la mort assurée. Chaque jour, vous consultez la météo avec anxiété, dans l'espoir que la menace soit passée. Pendant ce temps, les plants continuent de grandir, de s'étioler et de s'affaiblir.
Au final, même lorsque vous pourrez enfin les mettre en terre, ils seront si chétifs, si peu adaptés aux conditions extérieures, que le moindre coup de froid, même sans gel, leur causera un stress immense. Ils risquent de bleuir, de perdre leurs feuilles et même leurs fleurs. Des plants robustes, repiqués plus tard, quand le temps était stable et chaud, supporteront sans peine les légères variations de température, alors que votre martyr précoce mettra beaucoup de temps à se remettre et à guérir, perdant ainsi un temps précieux. Le quatrième problème, c'est la surcroissance des jeunes plants, une véritable bombe à retardement. Pour se développer harmonieusement, chaque plante exige un volume de substrat adéquat selon son stade de croissance. Lorsque les racines s'en mêlent et encerclent complètement la motte dans le petit pot, elles se retrouvent à l'étroit. Elles commencent alors à tourner en rond, à s'entrelacer et à s'épaissir, créant ce que l'on nomme un chignon racinaire. C'est une situation extrêmement périlleuse. Premièrement, ces racines compactées ne peuvent de plus absorber efficacement l'eau et les nutriments nécessaires. Deuxièmement, au moment du repiquage, il devient très ardu de les démêler sans les endommager. Souvent, elles conservent cette forme enroulée. La plante n'arrive alors plus à s'établir correctement dans son nouvel environnement. Pendant ce temps, la partie aérienne, c'est-à-dire les feuilles et les tiges, continue de grandir, exigeant toujours plus de ressources que le système racinaire, bloqué, n'est plus en mesure d'apporter. S'ensuivent une carence, un jaunissement des feuilles et un ralentissement de la croissance. Vous vous retrouvez alors avec un plan d'apparence mature, mais totalement non viable et fragile. C'est un peu comme un athlète bodybuildé, doté de muscles impressionnants, mais avec un cœur et des poumons très faibles. Il a l'air robuste, mais est incapable de battre le moindre record. Et dans notre cas, cela se traduit par une incapacité à produire une bonne récolte. L'une des conséquences directes du fait que vos semis deviennent trop grands dans de petits contenants, c'est l'épuisement des nutriments. Même le terreau le plus riche et de meilleure qualité n'a pas une réserve infinie de nourriture. Il ne suffit que pour les premières semaines de croissance active. Et après, la plante a absorbé tout ce qui était disponible. Si vous ne commencez pas à fertiliser vos plants très régulièrement et avec précision, ils vont commencer à mourir de faim. Le problème, c'est que l'apport d'engrais dans ces petits pots, c'est un véritable travail d'orfèvre. La moindre erreur de dosage, et vous risquez de brûler les racines délicates. Pas assez, et la plante continue de souffrir de carences. Des signes caractéristiques apparaissent alors. Les feuilles du bas jaunissent et meurent, c'est le manque d'azote. Les feuilles prennent une teinte violacée, c'est une carence en phosphore. Les bords des feuilles sèchent, c'est le manque de potassium. Vous vous mettez à chercher frénétiquement des solutions, à tenter de sauver vos plants, transformant le soin de vos semis en véritables soins intensifs. Pourtant, tout ce qu'il fallait faire, c'était semer à temps. Ainsi, au moment de la plantation, le plant serait dans sa phase de développement idéal et aurait directement accès au sol riche de votre potager. Un autre fléau qui menace nos semis précoces, ce sont les maladies. Les conditions d'un appartement, surtout sur le rebord de la fenêtre, créent un microclimat très particulier. D'un côté, l'air sec dû au chauffage central, de l'autre, les courants d'air froid qui viennent de la fenêtre. Ajoutez à cela la promiscuité des jeunes plants que vous essayez d'entasser dans un espace réduit et le manque d'aération. C'est un véritable terrain de jeu pour le développement des maladies fongiques. La plus courante et la plus dangereuse de ces maladies est la fonte des semis. C'est un champignon qui attaque le collet de la tige juste au niveau de la surface du sol. La jeune pousse s'amincit à cet endroit, noircit, puis se casse. La plantule tombe et meurt, il est déjà trop tard pour la sauver. La fonte des semis se propage à la vitesse de l'éclair, surtout en cas d'arrosage excessif et de manque de lumière, des conditions, hélas, typiques des semis précoces. Littéralement, en une seule nuit, vous pouvez perdre toute votre caissette de jeunes plants. Et ce sont à nouveau des graines, du terreau, du temps et de l'énergie perdue. Pourtant, ce problème aurait pu être évité en attendant simplement des conditions de croissance plus favorables. Focalisons-nous sur ce qui nous est souvent invisible, le système racinaire. Nous avons déjà abordé le problème du chignon racinaire, mais il existe une autre complication majeure. Une plantule qui manque de lumière dès le départ va concentrer toute son énergie à filer vers la source lumineuse. Durant cette phase, le développement de ses racines est relégué au second plan. Le système racinaire qui en résulte est faible, superficiel, et doté de très peu de poils absorbants. Visuellement, vous ne voyez peut-être qu'une longue tige dégingandée, sans réaliser l'étendue du problème. C'est au moment du repiquage que cette fragilité se révélera dans toute sa mesure. Un plant dont les racines sont faibles s'adaptera très difficilement à son nouvel environnement. Il ne parvient pas à puiser rapidement l'eau et les nutriments dans le volume de terre plus conséquent. Il souffre longtemps, flétri au soleil
et exige une attention et un arrosage permanent. En revanche, une plante ultra pue et vigoureuse, ayant bénéficié d'un éclairage suffisant, possède un système racinaire puissant et bien ramifié. Dès le repiquage, elle commence immédiatement à coloniser activement son nouvel espace. Ce plant robuste ne ressent pratiquement pas le choc du déménagement et se met immédiatement à pousser, dépassant rapidement son homologue étiolé. Le stress lié au repiquage est une étape incontournable dans la vie de tout jeune plant, mais l'intensité de ce stress peut varier grandement. Pour des plants jeunes, sains et bien compacts, le repiquage se déroule presque sans douleur. En revanche, pour une plante étiolée, épuisée par une longue captivité dans son petit godet, c'est une véritable épreuve. Imaginez une personne qui a vécu longtemps dans une pièce petite et exiguë, puis qu'on relâche soudainement dans un champ immense, exposée au soleil brûlant et au vent. Pour elle, le choc sera total. Il se passe exactement la même chose avec notre plant. Son feuillage délicat, qui n'a jamais connu ni le vent ni le soleil direct, subit immédiatement des brûlures. Son système racinaire, trop faible, n'arrive pas à hydrater correctement la masse foliaire aérienne démesurée. La plante entre en état de choc et cela peut durer une semaine, voire 2. Durant tout ce temps, elle ne pousse pas, elle lutte pour sa survie. Elle peut même perdre une partie de ses feuilles, ses bourgeons ou ses premières fleurs. Ce temps perdu ne sera jamais rattrapé. Et l'on constate une fois de plus que notre soi-disant avance de quelques semaines, obtenue par un semis précoce, se transforme finalement en retard et en une série de problèmes. Les poivrons et les aubergines, ainsi que beaucoup d'autres cultures, ont ceci de particulier. Ils commencent à former leurs bourgeons floraux et à fleurir non seulement selon les conditions, mais aussi dès qu'ils atteignent un certain stade de maturité. Si vous les semez trop tôt, ils risquent de fleurir directement sur votre appui de fenêtre, alors qu'ils sont encore dans leur petit godet. Au début, on se dit « Super, j'ai déjà des fleurs ». On pourrait y voir un succès. Or, c'est tout l'inverse. C'est un très mauvais présage. La plante utilise ses dernières réserves, celles qui devraient servir à l'adaptation et à l'enracinement après la transplantation, pour la floraison et la fructification. Elle n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour gérer ces deux processus simultanément. En conséquence, ces premières fleurs et les fruits qui s'y forment, c'est ce qu'on appelle la nouaison, tombent la plupart du temps. Et même si un fruit parvient à se développer, il puisera l'énergie vitale de toute la plante, ce qui freinera considérablement sa croissance végétative ultérieure. Les jardiniers expérimentés recommandent d'ailleurs de pincer les premières fleurs de la jeune pousse afin qu'elle puisse d'abord développer un pied robuste. Cependant, dans le cas d'un plant déjà trop avancé, ce n'est aucune solution temporaire. Vous avez déjà perturbé son cycle de vie naturel en la forçant à fleurir prématurément. Cette erreur aura inévitablement un impact négatif sur votre récolte finale. Oublions un instant les techniques de culture et parlons purement d'économie. Les semis précoces, c'est tout simplement une pure perte de ressources. Vous achetez des graines coûteuses, du terreau de qualité, des godets, des plaques de semis. Vous passez votre temps à la préparation, au semis, à l'arrosage, au repiquage. Et ensuite, une grande partie de vos jeunes plants meurent de la fonte des semis, s'étiolent jusqu'à ressembler à des brindilles ou tout simplement ne survivent pas à la transplantation. Le résultat, vous vous retrouvez au marché à acheter des plants prêts à l'emploi, cultivés par ceux qui ont semé au bon moment et dans de bonnes conditions. En fin de compte, vous avez fait double emploi et dépensé 2 fois plus. Ne serait-il pas préférable de faire les choses correctement dès le départ? Faites le calcul, combien de sachets de graines avez-vous jeté l'année dernière? Combien de litres de terreau ont été gaspillés? Peut-être que cette simple arithmétique deviendra le meilleur argument pour une approche des semis plus tardive et plus réfléchie. Le jardinage doit apporter de la joie et des récoltes, pas de la frustration et des dépenses inutiles. La patience est l'une des ressources les plus précieuses du jardinier. Et contrairement aux graines, elle est totalement gratuite. C'est un sujet peu abordé, mais une campagne de semis trop précoce n'impacte pas seulement les plantes, elle affecte aussi le jardinier lui-même. Je veux parler de l'épuisement psychologique. S'occuper des semis est un travail quotidien. Il faut arroser, aérer la terre, tourner les pots vers la lumière, vérifier qu'il n'y a pas de parasites ou de maladies. Quand ce marathon dure 2 voire 3 mois, ce qui était un plaisir se transforme en une routine épuisante. Vous devenez l'otage de votre rebord de fenêtre. Impossible de partir quelques jours, car personne n'est là pour arroser les plants. Vous vous inquiétez constamment de leur état. Au moment de la mise en terre, qui devrait être la phase la plus joyeuse, vous vous sentez déjà vidé, pressé comme un citron. L'enthousiasme fait place à la fatigue. Et pourtant, vous auriez pu commencer 1 mois plus tard. Imaginez, vous semez en avril, et 1 mois et demi plus tard, vos plants robustes et sains sont prêts à déménager.
Vous êtes plein de vitalité et d'énergie car vous n'avez pas eu le temps de vous épuiser. Cette période courte et efficace apporte bien plus de satisfaction qu'un long combat angoissant pour la survie de petits plans chétifs commencés dès février. Un des pièges classiques qui guettent les jardiniers impatients, c'est l'illusion de gagner du temps. L'idée est simple et semble logique. Semer 3 semaines plus tôt pour récolter 3 semaines plus tôt. Mais en pratique, ça ne marche absolument pas comme ça. Imaginez une course entre deux coureurs. Le premier a démarré en avance, mais il n'était pas préparé. Il a mal dormi, mal mangé et ses chaussures sont inconfortables. Le second a pris le départ plus tard, mais il est plein de force, d'énergie et porte d'excellentes baskets. Qui va gagner? La réponse est évidente. C'est exactement la même chose avec vos plants. Le plant précoce mais épuisé, une fois mis en pleine terre, va mettre beaucoup de temps à s'adapter, à guérir et à se remettre. Pendant ce temps, son petit frère, robuste et sain, planté au moment optimal, va démarrer sa croissance immédiatement. Et très vite, non seulement il va rattraper, mais il va dépasser le premier coureur. Au final, vous récolterez soit à la même date, soit même plus tard, tout en ayant gaspillé beaucoup plus d'énergie et de nerfs. Retenez la règle d'or, la qualité du plant prime toujours sur son âge. Mieux vaut un plant trapu de 45 jours qu'un chétif de 70 jours. L'énorme erreur de beaucoup de jardiniers, surtout chez les débutants, c'est de copier aveuglément l'expérience des autres sans jamais tenir compte de leur propre localisation. Vous regardez la vidéo d'un blogueur de la région de Krasnodar, par exemple, qui sème ses poivrons à la fin du mois de janvier et vous décidez de faire exactement pareil alors que vous habitez en Podmoskovie ou dans l'Oural. C'est la voie royale vers l'échec. Les zones climatiques existent justement pour nous aider à comprendre ces grandes différences météorologiques. Dans les régions du sud, le printemps arrive un mois ou un mois et demi plus tôt. Le sol se réchauffe plus vite et le risque de gelée a disparu dès le mois d'avril. Ils peuvent donc mettre leurs plants en terre beaucoup plus tôt et obtenir une récolte précoce. Dans les régions centrales ou en Sibérie, de tels délais sont un non-sens absolu. Vos plants vont s'étioler, dépérir, et ils mourront très probablement sans jamais avoir pu attendre les bonnes conditions pour la plantation. Basez-vous toujours sur le climat de votre propre région. Renseignez-vous sur la date des dernières gelées possibles dans votre zone, et à partir de là, vous comptez à rebours le nombre de jours nécessaires pour faire pousser les semis de telle ou telle culture. C'est l'approche la plus fiable, la plus scientifique, celle qui vous épargnera les erreurs fatales. Même dans votre propre potager, il est essentiel de ne pas appliquer la même règle à toutes les cultures. Semer des tomates, des concombres, des choux et des courgettes le même jour est une erreur monumentale qui témoigne d'une méconnaissance totale de la biologie végétale. Chaque espèce a une période de développement de semis qui lui est propre. Par exemple, pour les poivrons et les aubergines, il faut compter 60 à 80 jours entre la germination et le repiquage en pleine terre. Pour les tomates, on est plutôt sur 50 à 60 jours. En revanche, les concombres, les courgettes et les courges n'ont besoin que de 25 à 30 jours seulement. Si vous semez les concombres en même temps que les poivrons, disons en février, au moment de la plantation en mai, vous n'aurez pas de jeunes plants. Vous aurez plutôt des lianes gigantesques, déjà fleuries, et même avec des fruits en formation qui ne survivront absolument pas au repiquage. Avant de démarrer la saison, élaborez un plan. Listez les variétés que vous souhaitez cultiver et déterminez pour chacune la date de semis idéale en fonction de ses besoins spécifiques et du climat de votre région. Ce plan simple vous fera gagner un temps précieux, des semences et moins de stress. Mais surtout, il vous garantira d'obtenir des plants de qualité pour chaque légume. Beaucoup de gens pensent qu'il est facile de régler le problème du manque de lumière lors des semis précoces en utilisant des lampes horticoles. Certes, l'éclairage artificiel est une aide précieuse, mais il y a de nombreux revers de la médaille. Premièrement, les lampes de croissance de qualité, à spectre complet, représentent un investissement relativement coûteux. Quant aux modèles bon marché, ceux qui émettent cette lumière rose-violacée caractéristique, ils sont souvent inefficaces et ne font que nous donner l'illusion d'une solution. Deuxièmement, l'éclairage d'appoint doit être géré correctement. La lampe doit être positionnée à une hauteur très précise au-dessus des plants et fonctionner un nombre d'heures défini par jour. Cela exige à la fois des connaissances spécifiques et un suivi rigoureux. Troisièmement, aucune lampe, même la plus chère du marché, ne peut remplacer intégralement la lumière naturelle du soleil dont le spectre est parfaitement équilibré. Les plants cultivés uniquement sous lumière artificielle sont souvent plus fragiles et s'adaptent beaucoup moins bien une fois mis en pleine terre. Alors, pourquoi s'infliger toutes ces complications ? Ne serait-il pas plus simple d'attendre que les jours s'allongent suffisamment pour profiter de la meilleure et la plus économique des sources de lumière au monde, notre soleil ?
L'acclimatation est une étape obligatoire et cruciale dans la préparation de vos jeunes plants avant leur transplantation définitive. Elle consiste à habituer progressivement les plantes aux conditions extérieures, le soleil direct, le vent et les écarts de température. Or, plus vos semis sont âgés et développés, plus il est difficile de réussir leur endurcissement. Imaginez un jeune plant trapu et compact, d'une vingtaine de centimètres. Vous pouvez facilement le sortir sur un balcon ou dans une serre. Il résiste mieux au vent et ses feuilles s'abîment moins rapidement. Maintenant, pensez à une girafe étirée d'un demi-mètre de haut avec une tige ultra fine. La moindre bourrasque risque de la briser net. Ses feuilles, larges mais fragiles, seront instantanément brûlées par les premiers rayons du soleil printanier. Endurcir ce type de plant devient un vrai casse-tête. Il faut le protéger en permanence du soleil, l'abriter du vent et le rentrer à la maison au moindre coup de froid. Souvent, lors de cette acclimatation forcée, la plante subit plus de pertes que de gains, avec des brûlures et des dommages mécaniques. Avec des plants jeunes et vigoureux, tout est beaucoup plus simple et rapide. Une plante fragile ou chétive, c'est un peu comme une personne dont le système immunitaire est affaibli. Elle devient une proie facile pour les maladies et les parasites. Dehors, les plantes bénéficient de prédateurs naturels qui régulent ces populations, mais en appartement, ce mécanisme fait défaut. Si la tétranique ou le puceron s'attaquent à vos jeunes pousses, leur prolifération devient vite catastrophique. C'est particulièrement vrai pour les semis précoces, car l'air sec de nos intérieurs est l'environnement idéal pour la tétranique. Avant même que vous ayez eu le temps de réagir, vos plants seront enveloppés d'une toile fine. Leurs feuilles jauniront et se dessécheront. Lutter contre ces nuisibles en milieu domestique est extrêmement délicat. L'utilisation d'insecticides chimiques dans un espace de vie n'est pas sans danger. Et quant aux remèdes de grand-mère, ils sont souvent d'une efficacité limitée. Au final, vous risquez de nouveau de perdre la totalité des plants que vous avez si difficilement soignés pendant des mois. Une plante saine et robuste cultivée au bon moment a beaucoup plus de chances de résister aux attaques de parasites. Il existe une erreur purement psychologique qu'on pourrait appeler le syndrome du voisin. Vous êtes tranquillement chez vous, en train de planifier vos semis d'avril, et soudain, sur les réseaux sociaux ou dans le groupe de discussion du jardin, vous voyez des photos. Un tel a déjà des poivrons qui ont germé, un autre a des pieds de tomates qui lui arrivent aux genoux. Et là, un petit ver du doute commence à vous ronger l'esprit. Suis-je en retard? Tout le monde a déjà semé. Et moi j'attends. Cette peur de rater le coche, d'être à la traîne, pousse beaucoup de gens à faire des choses impulsives et à semer prématurément en dépit de toute logique ou technique agricole. Retenez bien ceci, le jardinage n'est pas une compétition. Votre voisin a peut-être une serre chauffée, des lampes horticoles ultra puissantes, ou il vit tout simplement à 300 km plus au sud que vous. Vous ignorez toutes ces conditions. Il ne faut pas s'orienter par rapport aux autres, mais se fier à vos propres conditions, votre climat, vos ressources et surtout votre bon sens. Votre objectif n'est pas de devancer le voisin sur la date des semis, mais d'obtenir une récolte saine et abondante. Dans ce cas, une approche mesurée et une réflexion posée sont bien plus utiles que la précipitation et la panique. Abordons la question de la fausse économie, ou l'approche du « qui sème beaucoup, récolte peu ». Pris par la fièvre des semis, de nombreux jardiniers saturent tous leur contenant de graines. Leur raisonnement est le suivant. Je sème 100 graines, la moitié ne germera pas, la moitié des survivants périra, mais au moins, je suis sûr d'obtenir une dizaine de plants robustes. C'est une approche fondamentalement erronée, qui mène à des efforts considérables pour un résultat bien souvent désastreux. Au lieu d'obtenir 20 à 30 plants sains et vigoureux, faciles à entretenir, vous vous retrouvez avec une centaine de semis chétifs qui se livrent une concurrence féroce pour la lumière, l'eau et les nutriments. Ils grandissent à l'étroit, s'étiolent et deviennent vulnérables aux maladies. Vous manquez d'espace pour les repiquer et vous n'avez ni la force ni le temps de gérer une telle cohorte. Au final, vous obtiendrez effectivement une dizaine de survivants. Mais de quelle qualité ? Ce seront les vétérans les plus épuisés de cette lutte pour la survie, et non des athlètes d'élite prêts à battre des records de rendement. Il est beaucoup plus efficace de semer 2 fois moins de graines au bon moment, tout en leur assurant des conditions de croissance parfaites. Le résultat vous surprendra, vous obtiendrez non pas 10, mais 20 plants robustes qui vous donneront un rendement total bien supérieur. Et la 20e et dernière raison, souvent négligée, c'est l'état du sol au potager. Imaginons que vous ayez réussi l'exploit d'obtenir de beaux plants robustes dès le début du mois de mai. Ils sont prêts à être repiqués, leurs racines ne demandent qu'à s'émanciper. Mais qu'est-ce qui les attend dans le carré de culture? Une terre froide, compacte, qui ne s'est pas encore réveillée de l'hiver. La température du sol, à 10 ou 15 cm de profondeur, ne dépasse souvent pas 8 à 10 degrés.
Pour le système racinaire des cultures qui aiment la chaleur, comme les tomates ou les poivrons, c'est un véritable bain glacé. Dans ces conditions, les racines tombent en léthargie. Elles cessent d'absorber l'eau et les nutriments. La plante subit alors un choc terrible, sa croissance s'arrête net et ses feuilles peuvent de même bleuir par carence en phosphore. Attention, cette carence n'est pas due à un manque de phosphore dans le sol, mais simplement au fait que les racines, dans le froid, ne peuvent pas l'assimiler. En revanche, les semis repiqués 2 ou 3 semaines plus tard arrivent dans des conditions totalement différentes. Une terre chaude, meuble, vivante, grouillante de micro-organismes bénéfiques. Cette terre est comme une maison accueillante qui reçoit immédiatement ses nouveaux locataires. Et ceci la récompense par une gratitude visible, un démarrage puissant et une croissance fulgurante. Voilà, nous venons de passer en revue pas moins de 20 raisons solides pour lesquelles se précipiter pour semer n'est pas seulement inutile, mais carrément catastrophique pour votre future récolte. Comme vous le voyez, vouloir berner la nature et accélérer le printemps mène toujours à l'effet inverse. Des plants chétifs et malades, des gaspillages d'argent et d'énergie, et au final, une grande déception. Le secret d'un jardinier qui réussit, ce n'est pas l'agitation, mais la patience et la compréhension des lois naturelles. N'oubliez jamais qu'un jeune plant, même s'il est plus petit, mais costaud et sain, repiqué en terre chaude au moment optimal, rattrapera et dépassera toujours son homologue épuisé et trop développé. Ne vous fiez pas à vos voisins, faites confiance à votre propre calendrier et à votre bon sens. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et qu'elle vous évitera de commettre des erreurs coûteuses cette saison. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, place à la question. Quand commencez-vous habituellement vos semis ? Avouez-le dans les commentaires. Avez-vous déjà fait l'erreur de semer trop tôt ? Et qu'est-ce que cela a donné ? Partageons nos expériences, c'est très précieux. Je vous souhaite bonne chance et de très belles récoltes.